La nuit fut vraiment reposante, et je me suis réveillé le lendemain matin en pleine forme. Il faisait sombre et une bougie était posée sur la table, au milieu de la cabane, ce qui me donna suffisamment de lumière pour que je puisse trouver la porte. En l'ouvrant, j'ai été accueilli par un soleil éclatant, au bout de la cour. J'ai vu Bjorn finir de déblayer l'excès de neige qu'il y avait sur le terrain, au point qu'on pouvait presque voir le sol. De l'autre côté, la neige s'élevait comme un petit mur autour de nous. La lumière, ainsi qu'une bonne nuit de sommeil, m'ont permis de vraiment faire le point sur la zone qui m'entourait. Je pouvais maintenant voir les grands poteaux de la nuit précédente. Avec détail, il y avait gravé sur chacun d'eux des mots. En les lisant, je me rendis compte qu'ils étaient pour la plupart écrits soit en suédois, soit dans une langue que je ne connaissais pas. Je ne parle pas couramment le suédois, mais j'en connais quelques rudiments. Je suppose que Bjorn avait remarqué que je l'y fixais, quand il commençait à venir à ma rencontre. « Qu'est-ce que c'est » lui demandai-je, faisant un geste vers le poteau. « C'est un mur de mots, » me dit-il. « Ça aide à garder les choses calmes durant la nuit, mais ne les regarde pas trop longtemps. C'est pas bon pour ta tête. Au cas où ça vous aurait échappé, mon grand-père était un peu étrange. Il n'a jamais aimé rester dans les villes et portait presque toujours avec lui des petits objets étranges, avec des ficelles. Je l'ai toujours trouvé très intéressant, et quand j'étais plus jeune, je lui demandais souvent de me raconter des histoires, et je pouvais l'écouter pendant des heures. Ma mère a toujours eu un problème avec sa visite. Je l'avais déjà entendu parler avec mon père. Elle se plaignait qu'il me farcisse la tête avec des bêtises. Mais il ne lui donnait pas raison. Il disait que c'était bien pour moi de connaître un peu ma culture. Mais je dois avouer que les photographier, c'était un cran au-dessus. Il était un peu bizarre parfois. Les premiers jours, nous sommes sortis pour abattre quelques arbres, pour faire du bois de chauffage, et il m'indiquait très précisément quel arbre nous devions couper, mais seulement après avoir appuyé son oreille contre le tronc pour écouter, et savoir s'il était marqué ou pas. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il a répondu que certains arbres étaient spéciaux pour la forêt, et qu'il ne fallait pas y toucher, sinon les Tomtenis se mettraient en colère. Et ce n'était pas ce que nous voulions. Pour ceux qui ne le savent pas, les Tomtenis font partie du folklore scandinave. Ils ressemblent essentiellement à des nains de jardin, et agissent un peu comme des gnomes. Du moins, c'est ainsi qu'ils sont représentés. En grandissant, mon grand-père me parlait souvent de ces petits monstres, de la façon dont ils mâchouillaient les portes et les fenêtres pour entrer dans les maisons des gens la nuit. Ils murmuraient des choses quand ils étaient endormis. Les gens finissaient parfois fous, errant dans les bois ou se mettaient à dire des choses incohérentes. D'autres fois, ils étaient juste un peu différents. Quoi qu'il en soit, c'étaient des petits bâtards malicieux. Mais j'ai arrêté de croire à ces histoires. À peu près au moment où j'ai arrêté de croire au Père Noël. Björn n'est vraiment pas connu pour son sens de l'humour, alors l'entendre dire ça a été quelque peu étrange. J'en ai ri maladroitement. Et il m'a regardé. « Tu penses que je plaisante ? Continue comme ça, et on ne verra pas l'été, m'a-t-il dit. » Ça m'a vite fait taire. Je n'étais pas particulièrement convaincu par ces histoires, mais j'ai fait en sorte de ne pas toucher les arbres qu'il me disait marquer. Nous avions fini de charger le traîneau avec le bois que nous avions coupé. À ce moment-là, Björn m'a dit « Allons par là, je vais te montrer quelque chose avant de partir. » En le suivant, il me semblait que nous faisions un large écart au lieu d'aller tout droit. Mais je n'allais pas discuter. Pendant que nous marchions, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de traces d'animaux, absolument aucune. Sur le chemin qui nous menait à la cabane, j'avais pu relever quelques empreintes de lapins ou d'orignaux. Mais ici, rien. Quand j'ai demandé pourquoi nous n'en avions rencontré aucune, alors que nous étions si loin dans les bois, il m'a répondu qu'il n'aimait pas cet endroit, qu'il ne s'en approchait pas. J'ai demandé alors pourquoi. Ces bois ne sont pas sûrs à la tombée de la nuit, encore moins pour les animaux, m'a-t-il dit. Après avoir marché un peu plus longtemps, nous avons atteint un point haut, à la lisière de la forêt. Björn m'a montré du doigt la magnifique vallée enneigée qui se trouvait devant nous. Honnêtement, c'était l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Il y avait un arbre renversé à côté de nous, et Björn m'a fait signe de m'asseoir dessus pendant un petit moment. Nous sommes juste restés assis là, admirer la vue jusqu'à ce qu'il soupire, me disant « Je sais que tout ça est un peu nouveau pour toi, mais je vais te le répéter, les choses sont différentes ici. J'ai besoin que tu me fasses confiance quand je te dis quelque chose, sinon ça pourrait nous faire tuer, tous les deux. Tu comprends ?
J'ai dit que oui, et j'ai pensé qu'il avait pris à cœur mon rire que j'ai eu quand il m'a parlé des Tom Tennis. Il était peut-être un peu étrange, mais c'était mon grand-père, et je l'aimais comme ça. Alors je me suis dit que je n'allais pas le décevoir. Ça rendrait les choses plus faciles pour nous deux. Mais j'ai fait le con. Une fois revenus, après avoir fini d'empiler le bois de chauffage, nous sommes rentrés pour préparer à manger. Pendant que nous cuisinons, Björn m'a dit que nos provisions étaient en baisse et que demain nous aurions besoin d'aller chasser. Si nous attrapions quelque chose, il me montrerait comment nettoyer et préparer l'animal correctement. Nous avons mangé, nous nous sommes préparés pour aller dormir. Mais pendant que j'allais au lit, il m'a dit que si jamais je me levais la nuit pour utiliser les toilettes sèches à l'extérieur, je devais toujours porter avec moi une bougie allumée, quelle que soit la luminosité de la lune dehors, et que si elle s'éteignait, je devais rentrer immédiatement. Ensuite, il a placé un petit pendentif sur la porte et s'est préparé pour la nuit. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit que c'était là pour créer une illusion. Plus tard, au cours de cet hiver, j'ai découvert que c'était une rune de confusion. Je suppose que c'était là pour désorienter toute créature tentant de rentrer dans la cabane. Le jour suivant, nous sommes allés chasser. Mais nous n'avons rien attrapé. Nous devions nous éloigner de la cabane pendant un bon moment avant de voir des signes de vie animale. Et Björn a toujours insisté sur le fait qu'il nous fallait être de retour avant la tombée de la nuit. En plus de ça, nous n'avions pas apporté d'armes à feu. Juste un arc et des flèches, et ça n'a pas aidé. Je sais que la chasse à l'arc est une pratique assez courante, mais étant donné que des ours parcouraient ces bois, j'ai pensé qu'il serait bien mieux d'avoir quelque chose avec un peu plus de puissance d'arrêt. Quand je lui en ai parlé, il a dit que cela causerait plus de problèmes qu'autre chose. Finalement, nous avons réussi à attraper un cerf. Nous aurions assez de viande pour un moment. Nous l'avons mis sur le traîneau et nous sommes repartis à la maison. Quelques heures s'écoulèrent avant que nous parvenions à la cabane. Des corbeaux nous y attendaient. Normalement, cela n'aurait pas dû sembler si étrange. Sauf qu'il n'y avait aucun signe de vie dans cette zone depuis que j'étais là. Björn se raidit aussi quand il le remarqua. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit de tout lâcher et de le suivre pour aller préparer le cerf. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais en me souvenant de notre conversation précédente, j'ai pensé qu'il valait mieux le suivre. Nous avons fait le tour de la cabane, et les corbeaux assis sur le toit nous ont observés pendant tout le trajet. Sur un amas de neige devant la porte se trouvait une tête de lapin, rien que la tête proprement coupée. La neige était encore d'un rouge vive, donc elle devait être assez fraîche. Eh bien, ça pourrait être pire de toute façon. Nous n'avions pas vraiment besoin de la tête. Quand j'ai demandé de quoi il parlait, il m'a dit « Il faut juste rendre un cadeau par un cadeau. Apporte-la à l'intérieur et retrouve-moi près de la pièce à découper. » C'est une petite structure en bois, à la lisière de la forêt, servant à suspendre un animal avant de le découper. Ce soir-là, nous avons préparé le cerf, et quand nous avons fini, mon grand-père a pris la tête avec les bois et alla avec dans la forêt avant de le déposer doucement. Nous avons apporté le reste de la viande à la cabane, et Björn a enlevé la tête de lapin que j'avais posée sur la table. Ce soir-là, nous avons eu un ragoût aromatisé à la tête de lapin et aux pommes de terre. Quand j'ai demandé pourquoi nous devions manger quelque chose d'aussi bizarre, alors que nous avions une tonne de viande de cerf, il m'a dit que ce serait impoli de le jeter, qu'il n'était pas sage d'offenser les voisins. « Il y a d'autres personnes ici ? Je pensais que tu vivais seul, lui demandai-je. « Seul ? Non. Mais ce ne sont pas des gens. Qui sont-ils alors ? Je pensais te l'avoir déjà dit. Ce sont des Tom Tennyson. Je n'ai rien à lui répondre. Le lendemain matin, quand nous sommes sortis pour vérifier la clôture, comme cela devenait d'une routine, je suis allé voir à l'endroit où il avait laissé la tête. Il n'y avait plus rien, pas même une goutte de sang. Les semaines suivantes se passèrent dans une paix relative. Nous ramassions du bois de chauffage. De temps en temps, nous allions pêcher en creusant un trou dans la glace, et chaque matin, nous déblayions la neige devant la maison. La température continuait de baisser, à mesure que le solstice d'hiver approchait. Les jours devinrent de plus en plus courts. J'ai pensé que je finirais par me lasser de la beauté du paysage, mais j'avais tort, tout ici finit par me plaire. C'est comme si j'avais trouvé un sens à chaque petite chose de mon quotidien, et cette vie simple me procurait une satisfaction inexprimable. Les choses auraient probablement continué comme ça si je n'avais pas merdé une nuit. C'était quelque part vers le mi-décembre, et nous allions à la pêche. Nous sommes partis tôt car le soleil était à peine au-dessus de la chaîne de montagnes.
et nous avons marché pendant environ 1 heure jusqu'à ce que nous atteignions un petit lac gelé. Nous nous sommes ensuite mis à creuser un trou. Après seulement quelques minutes, nous avons entendu un craquement de branches derrière nous. Nous nous sommes tous les deux arrêtés, avons regardé pendant quelques instants, avant que mon grand-père me dise que ça ira bien. Mais je pouvais dire qu'il était inquiet. De temps en temps, il regardait derrière et scannait les arbres. Nous n'avions pas beaucoup de chance, et étions sur le point de retourner bredouille, quand j'ai eu une amorce sur ma ligne. J'ai sorti une grosse truite, et j'ai pensé que c'était super pour nous. Nous n'avions pas mangé de poisson depuis un bon petit moment. Quand je me suis retourné pour la montrer à mon grand-père, je l'ai vu en train de la fixer, avec insistance. Un peu confus, je lui ai jeté un autre coup d'œil, et j'ai vu qu'il y avait quelques entailles le long de son corps. « Remets-la à l'eau. Ce n'est pas à nous de la prendre, me dit-il. » Cela m'a rendu un peu nerveux, bien qu'il ne se soit pas passé grand-chose pendant mon séjour ici. J'avais au moins réussi à savoir quand Bjorn devenait inquiet comme ça, et valait mieux ne pas discuter. J'ai remis le poisson à l'eau, et nous avons tracé la route jusqu'à la cabane. En cours de route, j'ai remarqué que les arbres près du lac, ceux dont nous avons capté du bruit, avaient d'énormes coupures. Pas comme une hache ou des griffes d'ours, plutôt comme si des lignes de bois avaient été arrachées partout. J'ai demandé de quoi il s'agissait. Eh bien, on a juste commencé à marcher plus vite, et il m'a dit que nous ne devrions pas revenir ici, que ce ne serait pas prudent. L'une des tâches qui m'était assignée était de vérifier que les poteaux du mur de Meaux étaient toujours aussi bien ancrés dans le sol. Parmi les nombreuses choses qui étaient importantes pour mon grand-père, le mur de Meaux venait juste après nos réserves alimentaires. Cela consistait principalement de sortir vérifier si les poteaux étaient bien ancrés. S'ils ne l'étaient pas, je devais les marteler jusqu'à ce que je ne puisse plus les faire bouger. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, il a insisté pour que nous vérifions tout avant d'aller dormir. Et nous sommes donc sortis après avoir fini de manger. Il a vérifié une moitié de la cour, et moi l'autre. Il faisait un froid glacial, et les nuages étaient nombreux dans le ciel. Il n'y avait pas d'étoiles, ni de lune, et le soleil venait de se coucher. C'était à nouveau calme, comme lors de notre marche pour venir ici, où chaque petit mouvement que vous faisiez semblait beaucoup plus bruyant. Un peu plus loin, j'entendais mon grand-père vérifier les poteaux, et ses pas crisser sur la neige. J'étais à environ 3 poteaux plus bas, quand j'en ai trouvé un qui était un peu instable. Je l'ai redressé, et je suis parti récupérer le marteau pour l'enfoncer un peu plus dans le sol. Alors que je le soulevais et me préparais à le taper, j'ai entendu quelque chose, comme un chuchotement à peine audible. Par réflexe, je me suis retourné, pendant que j'abattais le marteau, et j'ai frappé le poteau sur le côté, le faisant se décentrer. Puis j'ai essayé d'écouter à nouveau, me disant que c'était peut-être mon imagination qui me jouait des tours. Mais rien. Alors mon grand-père est arrivé en courant. « Qu'est-ce que tu as fait ?» m'a-t-il dit. Je lui ai dit que j'avais entendu quelqu'un parler à proximité, et avant qu'il ne puisse répondre quoi que ce soit, les arbres à l'endroit où j'ai entendu les chuchotements se sont mis à trembler, et j'ai entendu des branches craquer. « Rentrons à l'intérieur tout de suite !» a-t-il dit sans quitter les arbres des yeux. Et nous sommes donc rentrés tous les deux dans la cabane. Au moment où nous avons fermé la porte, la plupart des arbres avaient commencé à trembler. Le silence autrefois oppressant des bois fut remplacé par quelque chose qui ressemblait à un ouragan. Cette nuit-là, aucun de nous n'a dormi. Nous avons juste regardé fixement la porte, mon grand-père avec son couteau de chasse à la main, tout au long de la nuit. Le bruit ne s'est pas interrompu. De temps à autre, nous entendions des choses frapper contre le mur de la cabane. Il y avait des craquements et des bruits d'impact dans toutes les directions. Je me suis dit que c'était peut-être des branches qui frappaient au mur, et qu'il devait s'agir d'une violente tempête. Environ 1 heure avant l'aube, les choses ont commencé à se calmer, et assez vite, mon grand-père s'est levé et sorti. Je l'ai entendu commencer à jurer en suédois, alors je me suis précipité derrière lui pour voir les dégâts. Les murs de la cabane avaient été couverts, chaque pouce de haut en bas, de runes violemment taillées dans le bois. Des morceaux avaient été arrachés des coins de la porte. La clôture était en ruine. Une partie des fils de fer barbelés avait été projetée dans la cime des arbres, et de nombreux poteaux avaient été brisés en éclats. Après avoir arrêté de parler en suédois, il a commencé à se calmer. « Ne refais plus jamais quelque chose comme ça. Jamais. Viens, on doit réparer la clôture avant la tombée de la nuit. » Ensuite,
Il est parti ramasser la clôture cassée. Avant ça, je pensais que mon grand-père était un peu spécial, et j'avais commencé à prendre son folklore natal comme des superstitions. Mais après ce qui s'est passé, je me suis dit qu'il avait eu raison sur toute la ligne, et que c'est moi qui avais été insouciant. Je l'aidais à ramasser les restes éparpillés de la clôture. Il arrivait très souvent qu'on retrouve des bouts de tissu, ou des cheveux coincés sur les fils barbelés. Je n'osais pas demander pourquoi. Nous avancions à temps pour faire réparer le barbelé. Mais j'étais quand même inquiet, car la plupart des poteaux qui composaient le mur de mots étaient cassés ou manquants. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, il m'a dit qu'il n'aimait pas ça. Il m'a dit aussi qu'il espérait qu'ils l'ont juste fait comme un avertissement. Juste au moment où le soleil commençait à se coucher, nous avions réussi à encercler la cabane avec le fil barbelé, compte tenu des dégâts qu'il avait causés la nuit dernière. J'ai demandé à quel point le barbelé était utile, et il m'a dit que cela les avait ralentis, car leur barbe et leur chapeau s'y étaient coincés. J'ai mis de côté mon pseudo-rationalisme, car à ce stade, j'étais prêt à croire n'importe quoi. Mais je ne savais pas que je n'avais encore rien vu.